Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence direct avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui regagne un petit point à 23 mais toujours dans l'extrême peur. Du côté des marchés US, le Fear and Greed Index est beaucoup plus optimiste à 68, toujours dans la zone de greed. Je me permets un petit coucou tout particulier à Nils et tous ses viewers. Salut Twitch. Le Zap Crypto c'est bien, mais le partager c'est encore mieux. Et Nils a eu la super bonne idée de regarder les zaps avec ses viewers. Yo Antoine, yo tout le monde, vous arrivez pile poil pour le zap de la journée. Installez-vous, prenez votre café ou vous venez de finir de manger. On prend son petit café, on s'installe, on va regarder le zap ensemble. Si ça te tente de découvrir le Zap Crypto en mode React, je te mets le lien de la chaîne Twitch de Nils en haut à droite. Un grand merci à Nils pour toute la visibilité qu'il nous offre. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, installez-vous confortablement. Le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une belle journée. C'était Zap Crypto. Vive le bear market, perd notre argent dans la crypto. Maintenant, si on va sur leur site, on peut voir en effet qu'il y a 100 milliards de tokens. Jusqu'à là, ici, tout va bien. Ici, maintenant, on a 30%, 40%, 50%. Donc on doit avoir 50% des tokens qui sont bloqués. Maintenant, si je regarde dans les holders, en effet, on voit 50%, 49 milliards de jetons. Malheureusement, dans le rapport qui a été visible, j'ai retrouvé un tweet justement d'une personne du 13 septembre 2022 où il annonce qu'il y a 60% de la supply. Et en effet, si on clique par exemple sur le Locked Wallet, ici, hop, ici, déjà on voit bien qu'il y a 49 milliards de jetons, mais ici, il y a 37 jours, ce qui correspond à peu près à la date du screenshot à bien avant. Donc lui, il était entre cette transaction-là et celle-là. Il y a eu 10 milliards qui sont sortis. 10 milliards de jetons, c'est juste énorme. Par définition, un wallet qui est bloqué, on ne peut pas retirer des transactions. Puisque normalement, les wallets qui sont bloqués doivent être bloqués pendant 1, 2 ou 3 ans. Maintenant, on va regarder un petit peu plus loin. On va regarder justement où cette transaction elle a été. Hop. Si je clique dessus, je récupère donc ici. Hop. Déjà, on peut voir ici que sur les 10 milliards, il reste que 200 millions de jetons, où ils sont passés le reste. Donc on peut voir en effet qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites. Et moi en fait je déduis qu'en fait il y a des stop limites qui sont définies avec Pack and Swap. Parce que forcément avec Pack and Swap maintenant on peut définir des limites d'achat et de vente. Ce qui ferait justement la quantité de jetons qui diminue fortement. Ensuite, donc on va retourner en arrière. Hop. Je reste toujours dans Holder. Là ici on peut voir que c'est des contrats officiels. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il n'y a pas ce petit icône-là, c'est que c'est une adresse personnelle. Maintenant, je vais faire une recherche sur le wallet. Et là, on peut voir que c'est une adresse privée. Donc finalement, ce que je déduis, c'est que Nextstep fait des retraits conséquents de jetons. Et c'est exactement pareil ici. Hein. Je peux faire exactement pareil là. Et là, on voit qu'il y en a 500 millions au lieu de 4 milliards. Vers des adresses privées. Donc je vais faire pareil, je vais également rechercher celle-là. On va voir si elle s'y trouve. Hop, hop. Exactement la même chose. Donc forcément là ça fait beaucoup trop de coïncidences, beaucoup trop d'éléments justement qui fait que Nextstep chute. C'est parce que en fait justement il y a des retraits de liquidité. Sam Bankman-Fried a accordé une interview au journal New York Times. Dans cette interview qui pointe le lien entre Alameda et FTX comme étant le point d'origine de la chute de l'empire de SBF, on a le fondateur de ces deux sociétés qui a fait plusieurs révélations. Tout d'abord, il a déclaré qu'il travaillait actuellement avec les régulateurs et les liquidateurs pour que tout se passe au mieux pour les clients. Ensuite, il a confirmé que lui et Caroline Ellison, la PDG de Alameda, avaient bien été en couple mais que ce n'était actuellement plus le cas. Et d'ailleurs, en parlant de relations entre FTX et Alameda, SBF a bien confirmé que FTX avait prêté plusieurs milliards de dollars des fonds des clients à Alameda, car le fonds d'investissement aurait été mis en difficulté suite à la chute de Terra en mai dernier.
On apprend également qu'à mesure que son influence grandissait à Washington, il a utilisé cette influence pour critiquer Changpeng Zhao dans des réunions privées, et SBF a finalement déclaré durant cette interview qu'attaquer Changpeng Zhao n'était pas une bonne stratégie de sa part, ce qui confirme que les relations entre SBF et CZ étaient plus que tendues, et qu'il y avait bien un conflit entre les deux plateformes, et il y a des chances que Binance ait saisi l'opportunité pour pousser à la faute ce concurrent un peu trop agressif. Et finalement, dans cette interview, il a déclaré qu'il ne souhaitait pas révéler sa localisation précise pour des raisons de sécurité, et il a dit que pour se vider la tête, actuellement il jouait à un jeu vidéo qui se nomme Storybook Brawl. Et oui, vous avez bien entendu, le mec derrière la plus grosse crise de l'écosystème crypto est actuellement tranquillement en train de jouer à un jeu vidéo de cartes en ligne. Bref, pendant ce temps, l'effet domino entraîné par la chute de FTX a désormais commencé, car on apprend qu'on a pour le moment 3 sociétés qui ont été mises en difficulté. Premièrement, on a la plateforme japonaise Liquid qui a été rachetée par FTX qui vient de stopper les retraits hors de la plateforme. Deuxièmement, on a la plateforme Nescoin qui a révélé qu'ils étaient impactés par la faillite de FTX, car ils ont 4 millions de dollars bloqués sur FTX alors qu'ils venaient de lever 6,5 millions de dollars pour leur développement. Et troisièmement, on a Hbit Limited, la filiale de Huobi spécialisée dans le courtage, qui annonce qu'ils ont 18,1 millions de dollars, dont 13,2 millions de dollars appartenant à leurs clients qui sont bloqués sur FTX. À savoir que la société veut rassurer les clients de Huobi, car elle annonce que l'incident ne touche a priori que la filiale, et je précise que l'actionnaire Li Jin devrait a priori injecter 14 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les pertes des clients. Et ces sociétés ne seront sûrement pas les seules à être impactées, car les avocats de FTX ont déclaré qu'après avoir estimé les créanciers de FTX à 100 000, finalement il pourrait y en avoir un peu plus de 1 million. Donc en gros, dans les semaines à venir, l'écosystème crypto va très certainement perdre pas mal de projets. Donc après, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'Apple Pay, maintenant il est available, il est disponible sur Circle. Circle, faut le savoir, c'est l'émetteur de la très connue, on ira voir, stablecoin USDC, qui est considéré comme le plus gros stablecoin, même plus sécure que l'USDT de Tether. Et c'est une très très bonne nouvelle parce qu'ils ont un accord avec Apple Pay et ça va forcément faciliter l'adoption, la possibilité de payer via Apple Pay. Apple Pay est utilisé par des millions de commerçants et d'entreprises. Et donc derrière maintenant, Circle va pouvoir pousser des crypto-monnaies, en particulier le paiement via son stablecoin USDC. C'est une très très bonne nouvelle. Serum, c'est le DEX de Solana qui apparemment serait dans la merde et aurait décidé de faire un fork parce que la mise à jour du DEX, elle serait dans les mains de FTX. Et du coup, ça propose carrément de faire un fork justement pour ne plus être sous cette menace-là, quoi. Le problème, c'est que pour la bonne continuité des choses sur Serum, c'est toujours mieux que les mises à jour ne soient pas gérées par FTX, d'où le fork. Ouais, en résumé, en fait, la update key n'était pas contrôlée par le DAO de Serum, mais était connectée à une private key qui était elle-même connectée à FTX. Et où est-elle aujourd'hui? Aux Bahamas. Qui contrôle la clé? Qui a le pouvoir d'update Serum et le programme Serum? Il faut savoir qui déjà, parce qu'en fait, selon la personne, si elle est malveillante, elle peut déployer un programme malveillant en fait. Quand tu sais qu'il y a eu un hack là dernièrement, il y a 400 millions qui se sont envolés, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit hack de derrière les fagots pour niquer la liquidité de Serum? C'est là que les développeurs Serum, justement, pour éviter tout risque, ils ont proposé le fork pour utiliser une version qui n'est pas contrôlée par FTX. C'est un peu la meilleure chose à faire, en fait. Là, au vu de ce qui se passe, c'est ça. Je te jure, en fait, ce qui est embêtant, c'est que on a reçu des commentaires aujourd'hui, on va en parler rapidement, de gens qui disent qu'on est là pour faire du FUD et on propage la peur. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est des investisseurs comme eux. Quand on fait des lives, surtout, on est des investisseurs comme eux. On a des questions sur ce qui se passe. On n'a pas les réponses, en fait. Donc, les amis, on vit la même chose que vous. On aimerait avoir des réponses et on en parle avec vous durant nos lives et durant ces vidéos. Là, normalement, c'est censé être un échange entre vous et nous. En commentaire. Après, on vous a pas demandé de vendre vos tokens, on vous a demandé de les retirer des exchanges. C'est pour, et de les envoyer à notre adresse. Voilà, et de les envoyer au Café du Coin. Il n'y a rien de dangereux là-dedans, je veux dire. Écoutez, nous on est là, fonds are safe avec nous. Hein. Avec nous, vos fonds sont safe. Ouais, vous inquiétez pas, je vais au casino demain, ils seront double, fonds are double. Voilà, donc le but c'est quand même de prévenir et pas de guérir. On vient d'apprendre par ZachXBT, qui est un expert de l'analyse forensique sur la blockchain, qui trace en fait un certain nombre de choses. C'est lui qui trouve à chaque fois les fraudeurs, etc. Et
il vient de nous révéler que Gate.io, un exchange très connu pour faire du trading au niveau des altcoins, du coup ils ont plein de cryptos différentes et j'ai déjà utilisé d'ailleurs cet exchange. Et Gate.io, ils auraient été victimes d'un piratage de 230 millions de dollars. Ça serait la Corée du Nord qui les aurait piratés le 21 avril 2018 et ils n'ont jamais communiqué sur le sujet. Et ça, c'est vraiment une bombe que vient de lâcher ZachXBT parce qu'en fait, ça voudrait dire potentiellement que Gate.io n'a pas suffisamment d'argent pour couvrir les dépôts de tous les utilisateurs. Si tout le monde se met à retirer de l'argent de Gate.io, et si ce piratage a laissé un trou immense, ils l'ont sûrement pas comblé. Et là, ça va poser problème. Ça risque de créer un bank run, quelque chose de similaire à FTX quand il n'y a pas suffisamment d'argent et que tout le monde veut retirer l'argent. Après, qu'on peut aussi se dire, c'est 2018, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 4 ans. Du coup, peut-être que avec les frais de trading, etc., ils ont comblé le trou, mais il faut savoir que les 230 millions de dollars à l'époque, en 2018, si on convertit tous les cryptos qui ont été volés, là, on est à beaucoup plus, on est à un trou de 500 millions de dollars ou plus. Donc, c'est inquiétant. Sur quoi ils se sont basés pour donner cette analyse? C'est une autre personne sur Twitter qui a publié son analyse il y a quelques jours, mais qui était passée inaperçue, le 13 novembre. Et en fait, ça se base sur des documents officiels, des documents officiels publiés par le gouvernement américain. Il y avait une sorte de plainte sur la Corée du Nord, etc. Et les wallets ont été étudiés et on a bien vu qu'il y avait un des wallets qui était impacté par ce piratage, qui était juste nommé dans le document officiel américain Exchange numéro X. Et ils ont réussi à faire le lien avec les adresses et l'adresse de Gate.io. D'ailleurs, je sais pas que Gate.io initialement ça s'appelait autrement, ça s'appelait BitTrex. C'est un exchange aussi qui s'est fait pirater et qui a changé de nom pour devenir Gate.io. Et a priori, ils auraient même utilisé certaines mêmes adresses de Bitcoin que les adresses Bitcoin qui avaient été piratées initialement. Donc c'est aussi quelque chose d'assez flou qui est en train de se passer avec Gate.io. Attention, encore une fois, j'avais fait le warning il y a quelques jours. Si vous avez des cryptos sur des exchanges centralisés, là vraiment attention, il y a pas mal de risques sur ces plateformes et on connaît pas le risque de contagion que pourrait avoir tout l'affaire FTX sur les divers exchanges. Mais dans tout ce massacre, on a peut-être quelque chose de constructif qui devrait en sortir, car on a Changpeng Zhao qui propose la création d'un fonds commun d'urgence pour qu'une crise similaire ne puisse pas se reproduire. En gros, il va créer un fonds qui aura pour but de limiter les effets en cascade en venant en aide aux projets solides, mais qui se retrouveraient malgré eux dans une crise de liquidité à cause d'un autre acteur qui les aurait entraînés dans leur chute. On a vu que pour revenir à un internet plus décentralisé que ce qu'on a aujourd'hui, ce dont on a besoin en fait c'est de construire des protocoles complètement décentralisés, qui sont open source et qui peuvent être utilisés par n'importe qui, et qui ne sont contrôlés par personne. Mais force est de constater que les projets blockchain qui se catégorisent comme Web 3.0 aujourd'hui ne correspondent pas vraiment à cette description, et selon moi ils ne sont pas vraiment en mesure de résoudre les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Et deuxièmement, on a vu que de toute façon, le web décentralisé n'était pas forcément un bon cas d'utilisation du concept de blockchain. Et donc ces différents points de réflexion m'ont fait changer d'avis. En gros, mon erreur a été de penser qu'il y avait de nombreux cas d'utilisation d'une blockchain, et finalement je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je pense qu'il y a un bon cas d'utilisation pour une crypto et une blockchain, c'est de créer une monnaie neutre. Et c'est ce que Bitcoin a fait. Et donc depuis que j'ai changé de perspective sur le sujet, j'en suis venu à une conclusion sur les altcoins Web 3.0 en général. Soit ces projets ont de bonnes intentions, mais ils se trompent dans leur approche technologique, soit ce sont des projets qui vont surtout servir à enrichir leurs créateurs et les investisseurs institutionnels au détriment malheureusement des petits investisseurs qui arriveront ensuite. Bien sûr, je peux me tromper, mais je ne pense pas que l'évolution future de l'Internet inclura des dizaines de blockchains et des dizaines d'altcoins comme je le pensais l'année dernière. Je pense que le vrai Web 3.0 sera plutôt un ensemble de nouveaux standards open source qui ne seront pas contrôlés par leurs créateurs. Je pense que Bitcoin fait partie de ces nouveaux standards en tant que protocole ouvert d'échange de valeurs par-dessus Internet. Et je pense qu'il va y avoir d'autres nouveaux standards qui vont émerger, notamment pour les fameuses Digital ID dont je parlais tout à l'heure, mais que Bitcoin sera probablement le seul de ces standards qui aura vraiment besoin d'utiliser une blockchain. J'aimerais bien continuer dans cet esprit ou de faire découvrir des femmes, et non pas parce que ce sont des femmes, mais parce que elles ont des compétences, parce qu'elles réussissent, ou parce que même des fois on peut échouer, tout en étant compétent, ça peut arriver aussi. Mais montrer qu'il y a de la diversité, voilà, moi majoritairement les gens je crois pas qu'ils ferment la porte, mais c'est vrai que je vois dans les commentaires sur certaines vidéos des trucs comme ça qui sont faits aux femmes, voilà, je
Je me dis, faut pas s'étonner derrière qu'il y ait des critiques, des plaintes dans le reportage que vous avez fait. J'ai pas trouvé que vous vous plaigniez, quoi. C'était même plutôt cool de dire, on est plutôt bien accueillis. On a appris récemment que Meta licenciait énormément. On a appris aussi qu'il y a des boîtes de gaming qui licencient énormément. Et là, on apprend quoi? On apprend que Amazon va licencier 10 000 personnes pour Noël. Donc, incroyable. Enfin, 10 000 personnes, ça représente 3% de leur effectif. C'est énorme pour Amazon. Comme quoi, les temps sont durs, même pour la plateforme numéro, je pense, c'est la plateforme numéro 1, hein, au niveau e-commerce. Amazon, c'est quand même un truc énorme, quoi. Donc, on a vu que Netflix, ils ont pareil baissé aussi les prix de leur abonnement. Maintenant, il y a un abonnement beaucoup moins cher avec des pubs. Là, on voit quand même qu'au niveau global, il se passe des choses un peu compliquées. Même si l'inflation, voilà, ça va un peu mieux. C'est quand même des périodes un peu compliquées, donc vraiment faites attention à vous. Et n'oubliez jamais que le plus important, c'est d'être entouré, c'est ses proches, c'est la santé, et que l'argent, ça vient dans un second plan. Même si je trouve que l'argent ne fait pas le bonheur, je trouve quand même qu'il y contribue beaucoup. Revendications, actions collectives, mouvements sociaux, manifestations, boycotts, occupation d'immeubles et blocage des routes, grèves, révoltes, émeutes et barricades, affrontements avec les forces de l'ordre, guerre civile, révolution. Depuis que l'humanité l'a intégralement colonisée, notre planète est régulièrement agitée de frissons au gré des conflits et des mouvements populaires contestataires, mais ces dernières années, ils se font de plus en plus nombreux dans le monde. Les observateurs de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, comme ceux du World Happiness Report, qui mesure le taux de bonheur mondial, savent que ces mouvements vont se multiplier. Spectaculaires, inattendus et disruptifs, leur fréquence et leur ampleur ne vont qu'augmenter, et le pire est à venir avec les difficultés et les défis mondiaux qui nous attendent ces 10 prochaines années. Liban, Algérie, Haïti, Soudan, Canada, Belgique, France, Équateur, Irak, Bolivie, Hong Kong, Ukraine, Maroc, Iran, Sri Lanka et même les États-Unis, depuis 2018, les contestations populaires touchent toutes les régions du monde et des pays aux profils économiques très différents. La liste est si longue qu'on dit que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère, celle du soulèvement. Je me suis penchée sur ce phénomène mis en pause pendant la crise sanitaire et qui s'est réactivé à la sortie des confinements, plus puissant, plus visible et plus répandu que jamais. N'ayons aucune illusion, nous traversons une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du coût de la vie sévit, la confiance s'effondre, les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent, les plus vulnérables souffrant le plus. On assiste depuis à une sorte de convergence de toutes les luttes mondiales, et alors que les déclencheurs sont souvent très différents, les causes, les évolutions et les réponses apportées par les autorités aussi, il se dégage une sorte de ligne directrice commune. Peut-on expliquer ça? Et comment cela va-t-il évoluer? Et puis alors, la nouvelle du jour qui est une non-nouvelle ou un non-event, c'est bien sûr le retour de Donald Trump. Monsieur Trump a donc fait son annonce avec perte et fracas, comme quoi il se représentait comme président dans 2 ans. Alors bon, globalement, après le résultat des élections républicaines, on a l'impression que c'est un petit peu des applaudissements de politesse qui ont été faits pour l'instant, du côté des républicains, parce qu'on sent quand même bien que du côté du parti républicain, ils aimeraient bien avoir quelqu'un d'autre, pas forcément de plus jeune, mais de moins, on va dire, excentrique, et de moins d'un gars qui gère peut-être un peu moins la politique avec son compte Twitter. Pour l'instant, il a toujours pas de compte Twitter, mais et globalement, on aimerait peut-être autre chose, donc c'est pas encore gagné pour Donald Trump. Et je dois dire qu'il doit être un tout petit peu furax, parce que c'est vrai que le jour où il fait l'annonce, on apprend que les Russes, ils ont balancé un missile sur la Pologne, donc forcément, c'est pas lui qui fait directement les premières pages des journaux. Mais néanmoins, il faut retenir que Donald Trump se représente, que le jeune homme qui dirige les États-Unis pour l'instant et qui se souvient plus comment il s'appelle toutes les 15 secondes, eh bien visiblement lui aussi il voudrait se représenter, donc on risque de se retrouver potentiellement dans un débat de nouveau Trump-Biden dans 2 ans, alors que déjà c'était le Muppet Show il y a 2 ans. Alors pauvre Amérique, parce que franchement entre un gars qui a bientôt 100 ans et puis qui n'arrive plus à communiquer sans avoir un discours et puis qui lui indique de quel côté du podium il doit descendre, et l'autre qui est à moitié, qui est l'autre, qui est Donald Trump, eh bien, la fin de la décennie 2020 risque d'être quand même assez triste aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, en dehors de ces considérations politiques américaines qui n'ont aucune influence pour l'instant sur les marchés financiers, eh bien, ce qu'on regarde, c'est toujours effectivement cette problématique d'inflation. Donc pour l'instant, c'est sous contrôle, mais le gros souci, c'est que si
la Fed ne pivote pas rapidement, si la Fed ne passe pas rapidement de hawkish à moins hawkish ou voire même de dovish, eh bien, il y a un risque effectivement qu'on se retrouve en récession. Et ça, si vous regardez un petit peu les statistiques, c'est jamais une bonne période pour les marchés, même si ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on va s'en sortir. Je ne dirais pas que le Nasdaq double la mise, mais s'envole tout de même de plus 3% dès l'ouverture, avec un indicateur d'inflation une nouvelle fois rassurant, puisque les prix à la production n'ont progressé aux États-Unis que de 8%. Ah oui, 8%, c'est une excellente nouvelle, puisqu'on attendait entre 8,2 et 8,3. Et en ce qui concerne les prix hors alimentation et énergie, on est à plus 6,7, et là, encore mieux que prévu, on attendait 7,2. Cela dit, je le répète, tout a été fait au mois d'octobre pour limiter la hausse des prix. Les démocrates ont d'abord mobilisé les réserves pétrolières pour empêcher les prix de flamber, et bien sûr, cela a beaucoup aidé au niveau des prix à la production pour tout ce qui est consommateur d'énergie. Alors c'est vrai que les services en consomment un petit peu moins, bon, sauf si vous parlez de parcs d'attractions et de ce genre de contributeurs à l'économie. Donc, en l'espace de 2 séances, le Nasdaq gagne plus de 10,5%. Et le CAC 40, qui s'envole maintenant au-delà des 6660, affiche maintenant plus 1030 points de hausse depuis le 29 septembre dernier et plus 1000 depuis le 13 octobre. Une de ces séances également qui restera dans nos mémoires, puisque on avait attaqué par une baisse de 3% et on avait fini en hausse de 4%. Alors, vous avez du coup le dollar index qui est sur son premier arrêt, vous avez le gold qui est revenu sur son premier arrêt, vous avez le S&P 500 qui est sur son premier arrêt. Donc le dollar index est sur son premier arrêt ici au niveau des acheteurs, et les autres sont sur leur premier arrêt au niveau des vendeurs. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y aura une grosse résolution qui peut être prise, c'est-à-dire que si le dollar index il tient son premier arrêt qui est au rebond, il y a de grandes chances que les autres fassent ça. Ok, que S&P et le gold fassent ça et qu'on a un retest des creux. Ok. Et tout simplement, si on a un retest des creux, ensuite le dollar index revienne vers ses résistances et qu'il se fasse rejeter, et du coup que les creux soient rejetés également. Ok, qu'en gros on soit dans du range entre les tops, les bottoms ici, et les tops trouvés sur le premier arrêt pour le S&P et pour l'or, et que pour le dollar index ce soit en gros un range entre ici et ici. Mais vous voyez, ici tout est corrélé, où on va vite être fixé, est-ce qu'on reste dans des mouvements tendanciels ou non. C'est pour ça que les 104, 105 points sont très importants pour le dollar index. Si elle maintient et qui rebondit, il y a de grandes chances qu'on ait justement S&P 500 qui rejette aussi. Maintenant, le S&P 500, de ce que nous apprend le marché option, c'est que idéalement, il faudrait le maintenir, lui, au-dessus des 390 points pour vendredi. Et même au-dessus des 400 points, environ donc des 4000. Entre 3009, il faudrait qu'il soit au-dessus des $3,900. Le S&P 500, du coup, il n'y aurait pas de retournement cette semaine. S'il y a un retournement, ce serait la semaine prochaine. S'il y a un retournement, encore une fois, pour ça, il faudrait que le dollar index se reprenne. Si le dollar index il casse son premier arrêt et qu'il va chercher, par exemple, du retracement de moitié, à ce moment-là, le S&P et le gold, ils peuvent poursuivre leur retracement, et Bitcoin, il pourrait se rediriger aussi vers les $18,000. Jusque-là, pour l'instant, il ne veut pas capturer le top. Pourtant, j'ai besoin. Voilà. Hop. Et du coup, ce serait en gros une zone de rebond entre 101 points et 105 points. Du coup, ça voudrait dire que le S&P poursuit vers les 4120 environ, sa trendline, et le gold, il poursuit aussi potentiellement vers les 1800, 1850 dollars. Là, c'est un graphique intéressant. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises en données mensuelles du cours du Bitcoin, en échelle logarithmique. Très bien. Regardez bien, s'il vous plaît, cette courbe en bleu. De quoi s'agit-il? Il s'agit du rate of change, du taux de variation à 12 mois. Le taux de variation entre aujourd'hui et il y a un an. Regardez historiquement, depuis 2010, à chaque fois, il y a eu 2 rebonds sur un support à moins 73%. Moins 73% de baisse sur 12 mois. Et regardez la courbe, on arrive dessus. Là, nous sommes à moins 71. C'est-à-dire que
si le Bitcoin perd 3% de plus, il revient sur cet énorme support. Que va-t-il se passer? Écoutez, on n'a que 2 occurrences, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un 3e rebond, mais si on passe en dessous, on rentre dans l'inconnu. En tout cas, c'est pour montrer qu'en termes d'écart à la moyenne, on arrive sur des excès baissiers de fou, ou en tout cas des zones où en dessous de laquelle ça va être tendu. Ça, c'est la première chose, c'est un gros support, et ça va plutôt dans le sens du point bas à 15 000 et pas à 10 000. Mais bon, je reste très prudent. Autre graphique, le second. Vous connaissez cette courbe, c'est une courbe qui représente le pourcentage, le drawdown du Bitcoin par rapport à son ancien record historique. Alors moi, je pratique l'analyse chartiste sur ce genre de courbe, mais même j'ai mis un RSI. Regardez sur quel support on arrive. 1 point, c'est en 2011. Ici, 2018. 1 point, 2 points, j'existe. Voilà, ligne de tendance. Rappelez-vous, je vous en parlais de cette ligne de tendance. Je disais que c'était le risque ultime, qu'on pouvait aller la chercher. Je ne savais pas que ce serait à cause d'FTX. C'est 3% plus bas. Ça va aussi dans le sens des 15 000. Parce qu'en fait, il y a un consensus, là, tout le monde attend entre 9 et 13. Est-ce que le marché va se jouer de ça? Il pourrait s'en jouer de 2 façons. Il pourrait aussi aller en dessous et aller à 3. Hein. Donc, voilà, maintenant, dans la tête de tout le monde, ça va entre 9 et 13. Ce type de chart nous dit que à 15 000, il y a déjà quelque chose. Par contre, oui, on peut casser le support. Eu égard au risque systémique potentiel, c'est tout à fait ce genre d'événement qui peut balayer ce type de trendline. Et si on revient sur les plus bas historiques, c'est moins 93% de baisse depuis l'ex-ATH. Là, ça nous emmène 20% plus bas. Hein. Donc ça, va falloir surveiller ça. Je vais le surveiller tous les jours, de toute façon. Au NFT aussi, appelé Bankroot. FTX Yacht Club reconnaît un succès immédiat. Voilà, imaginez qu'il faut être malin dans les NFT, vous avez compris, hein. Vous chopez, ça se fait de plus en plus, hein. Vous chopez l'actualité, un truc qui va pas, vous faites un NFT et tout le monde l'achète. Est-ce qu'il sera rentable pour vous un jour? Ça, c'est un autre problème. Une collection de jetons non fongibles appelée Faillite FTX Yacht Club a suscité l'intérêt immédiat dans des collections après sa création le 11 novembre, le jour où le FTX a déposé son bilan. Voilà, le 11 novembre pour moi en France, c'était une date bien précise, mais maintenant, ça me fera penser à FTX. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai que les NFT, qui est une technologie, peut être du coup agencée avec n'importe quel domaine, y compris celui de la religion. Et du coup, là, je suis tombé sur la version NFT du Coran, qui a été du coup rajoutée dernièrement en fait par le projet Quranverse. Donc je sais pas s'il y a un jeu de mots avec Coran ou Quranverse. Mais du coup, voilà, je voulais en parler. Et du coup, dans un souci d'équité, j'ai également aussi fait des recherches sur du coup la Bible NFT. Donc sachez qu'il y a un projet qui s'appelle Holy Bibles qui fait un métaverse et des NFT Bible. Et du coup, pareil, j'ai aussi cherché au niveau pour la communauté juive en fait. Apparemment, il y avait aussi 2 rabbins qui voulaient créer des rouleaux de Torah numériques avec les NFT. Comme quoi, du coup, je pense qu'on n'a pas encore tous les domaines. On parle beaucoup de l'art, mais on parle encore très peu des utilisations des NFT au niveau, par exemple, des religions, au niveau politique. Au niveau de notre identité numérique, ça peut être par exemple son permis de conduire, qui sera, je pense, plus tard un NFT en fait, inaltérable, inaliénable, etc. Donc du coup, voilà, je voulais vous en parler. Je trouve ça intéressant on va dire, l'élargissement des domaines au niveau NFT. Oui, PlayStation va lancer des NFT, j'en suis convaincu, et c'est en tout cas ce que laisse entendre un brevet qui a récemment été découvert et posé officiellement par PlayStation autour de cette technologie. Alors avant de râler ou avant de vous enjouer, regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous verrez que ce qu'ils veulent proposer est assez intéressant, mais c'est aussi à prendre avec de la nuance. Je vais vous détailler tout ça. Mais avant toute chose, jetons un petit coup d'œil au brevet en question. Alors c'est pas forcément très clair là ce qui se passe à l'écran, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc déjà, sachez que si on intègre des NFT dans les jeux vidéo, ce que ça permettrait, c'est que, prenons l'exemple de Call of Duty, imaginons que vous jouez à Call of et qu'il y ait un événement de Noël, comme ça va probablement se passer là en fin d'année, et que donc pendant cette période de Noël, vous pourrez gagner des skins en rapport avec Noël en jouant au jeu, mais il y en aura aussi en accès dans la boutique, donc vous pourrez acheter des skins de Père Noël ou quoi dans la boutique. Et bien quand cette période, quand cet événement sera terminé, les joueurs qui n'avaient pas le jeu à ce moment-là ou qui ont raté l'événement parce qu'ils n'avaient pas le temps de jouer, eh bien, n'auront plus jamais la possibilité d'accéder à ces skins de Noël. Alors que si ces skins étaient des NFT, eh bien, ça permettrait aux joueurs qui ont pu débloquer et acheter des skins de Noël pendant cette période de les revendre, si jamais un jour ils veulent plus jouer au jeu ou quoi, les revendre à des joueurs qui, eux, seraient OK pour les acheter parce qu'ils ont raté l'occasion. Alors que actuellement, sans NFT, ils n'auraient jamais l'occasion de pouvoir acquérir ces skins-là. Donc c'est ce que permettraient les NFT, ça nous permettrait d'être réellement possesseurs de nos biens numériques.
Je le détaillais d'ailleurs dans cette vidéo que je vous mets en fiche en haut de l'écran. Mais là, ce que veut proposer Sony, c'est un petit peu différent. Donc ça permettrait de faire ce que je viens de vous détailler, mais en plus de ça, les NFT qu'ils voudraient proposer enregistreraient toute votre activité que vous auriez avec. Donc, toujours dans l'exemple de Call of, vous avez un skin d'arme, vous faites X killshot avec, et bien hop, c'est enregistré dans le NFT et on saura que ce skin a accumulé tant de killshots. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.